Donc là, on va partir sur le dernier channel de forensique qui était assez ouf. Pas trop. En fait, dans les faits, pas trop compliqué. L'échelle de forensique n'était pas méga compliqué. Il y avait beaucoup d'étapes, mais c'était pas encore trop compliqué. Le USB était assez what the fuck. C'était assez marrant. Ici, on est sur un autre truc qui est aussi assez what the fuck, mine de rien. Donc, c'est reparti. Et là, on part sur le low energy crypto. Alors, contrairement aux autres chals, vous voyez qu'il n'y a que 128 équipes qui ont chopé le flag. Donc là, on se dit, ah, ça va être chaud. Donc, low energy crypto, qu'est-ce que c'est? C'est un chal Bluetooth. Donc en fait, on reçoit un PCAP qui est du Bluetooth Low Energy. Donc c'est une communication Bluetooth Low Energy et bah, en gros, démerde-toi pour trouver le flag. En gros c'est ça. Donc on est reparti sur ça. Hop, je quitte. C'était quoi le nom du chal? Low Energy. Ok. Donc, j'ai un PCAP qui s'appelle lowenergycrypto.pkpng. Ok. Alors, ça, on va l'ouvrir avec Wireshark. C'est parti. Et mon low energy crypto, il est ici. Et là, vous avez ça. Vous avez ça, et là, vous vous dites, ok, d'accord. Et après, tu refermes directement Wireshark et tu passes à un autre channel. Donc, du coup, alors j'ai regardé en vitesse comment ça marche. Je me suis un peu renseigné sur le principe, etc. Et donc, ici, on voit différents trucs. On voit qu'il y a des Bluetooth Attribute Protocol, des Shark et Bash. Eh ben non. Pour celui-ci, on va pas passer par T-Shark. Ça va être différent. Ça va être un peu différent. Alors, on va passer sur la version où j'explique un peu le truc. Donc, j'ai commencé d'abord par me renseigner. Je vais ouvrir. Je vais vous montrer ça. Ah, ok. C'est sa petite mise à jour. Ok. Il est passé où? Ah, oui, peut-être. Alors, peut-être. Oui. On va y arriver. Magnifique. Alors, j'ai commencé en fait en basant sur, parce que bien entendu, le Bluetooth, j'y connais que dalle, les protocoles, j'y connais que dalle, et encore plus du Bluetooth Low Energy, je sais juste que mon casque, il fait ça, et puis c'est tout. Donc, je suis tombé sur un PDF, c'est une présentation. Alors, attendez, un truc. Donc je suis tombé sur une présentation d'un gars en 2018 qui montre des attaques sur le Bluetooth Low Energy. Et là je me suis dit, ça peut être intéressant ça. Donc on essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe, et alors il explique, voilà, il y a une virtual machine, patati patata, qu'il a utilisé certains types de hardware. Et en gros, bah, ça c'est tout un peu le sommaire de la discussion. Globalement, le Bluetooth Low Energy, c'est quoi? C'est une bande de fréquence qui est comprise entre 2,4 et 2,48 GHz. Il y a une modulation, c'est du Gaussian Frequency Shift Keying, on s'en fout. Il y a une bande passante de 2 mégabits par seconde en version 4 et 1 mégabit ou 125 kilobits par seconde en version 5. Il y a au total 40 chans de 1 MHz d'espace, de largeur. Donc chaque channel correspond à 1 MHz. Et dedans, en fait, il y a 3 chans pour de l'advertising et 37 chans pour du transmit data. Donc jusque là, ok. Puis on voit ici les numéros. Ok, on voit globalement à quoi ça correspond. Ça, c'est les signaux envoyés par du Bluetooth. Alors on se dit, ok, d'accord, on continue. Puis on voit Frequency Hopping Spectrum, blablabla, en super anglais. Ça utilise du FHSS, je ne sais pas absolument pas ce que c'est, bien entendu.
Je reprends mes notes à côté pour voir si j'étais jusque-là. Ouais, j'étais jusque-là. J'étais jusque-là pour savoir qu'est-ce que c'est le FHSS. Et en fait, le FHSS, c'est une. Donc, c'est du Frequency Hopping Spectrum. C'est une méthode qui transmet un signal radio. Et merci Aquaphobic pour ton follow. C'est cool, merci à toi. Grâce à Virtual Labs, tout ça n'est plus chinois pour moi. Euh, donc ça transmet un signal radio en changeant rapidement de carrier frequency sur différentes fréquences afin d'occuper une bande de fréquences assez large. Globalement, c'est ça l'idée. Bon, après, il y a plein d'explications techniques derrière, comme par exemple le fait que ça utilise du code division multiple access, donc du CDMA, etc. etc. Donc, il y a deux types d'algorithmes qui sont utilisés. Un algorithme dans la version 4 et dans la version 5, et un autre type d'algorithme uniquement dans la version 5. Donc à ce niveau-là, bah, on se dit, ok, on va déjà aller voir dans Macali, qu'est-ce que j'ai. Et je vois tout est ADV, Inde. Oui, c'est Virtual Labs qui a fait le PDF. Ah, c'est vrai? Je peux même pas regarder. Il est où mon PDF? Ah, j'ai perdu mon PDF. Il est là mon PDF. Ah, mais il est sur europa.eu de l'INISA. T'es sûr du coup? Nice Summer School. Bah, je suis pas persuadé du coup. D'ailleurs, il a fait une conf sur le BLE hacking à DEFCON. Ah, ok, d'accord. Ok, cool. Alors, je connais pas du tout le monsieur. Mais du coup, c'est intéressant. Parce qu'en fait, moi et le hardware, c'est pas que ça fait deux, mais je suis pas ultra skillé là-dedans. À part le hardware PC, je suis pas ultra skillé là-dedans. Donc, du coup, c'est une grosse découverte pour moi. Même si j'ai fait beaucoup d'électronique avant. Donc on a deux protocoles, CSA1 et CSA2. Et vous voyez que là on est parti sur un type entre guillemets, on peut pas parler de chiffrement parce qu'il n'y a pas de clé, mais en gros tu prends le channel plus ton hop increment, tu fais un modulo 37 et ça te donne ton chan. Et de l'autre côté, tu es parti sur des pseudo-random number generator et là tu te dis ok, what the fuck quoi. Damien, dans le nom du fichier. Ouais, bah c'était. Hop, je rescroll. Il est là. Hein. Il est là. Digital Security, Econocom Digital Security, c'est. Enfin, voilà quoi. Ouais, bah. Bref, ok. Et donc, je vois ça, et je vois qu'il y a 4 types de rôles principaux. Il y a les broadcasters, les observers, les périphérales et le central. D'ailleurs, il manque un P. Ça donne un peu, par exemple, ce genre de choses pour savoir qui fait quoi. Mais moi, ce qui m'intéresse déjà de savoir, c'est dans mon PCAP, qu'est-ce que j'ai. Parce que finalement, c'est un peu le but de savoir quand même qu'est-ce que j'ai dans mon PCAP. Et donc, si je prends un truc et je commence à disséquer un peu le bazar, je vois des headers, je vois qu'il fait du advertising. Ah, intéressant, parce qu'on est justement en train de parler de advertising. Il y a des datas, il y a des choses qui peuvent être intéressantes. Et donc ici, ADV, ça veut dire advertising. Ok, donc on voit qu'il y a de l'advertising. Il y a un scan request, il y a un scan response qui a été également fait. On voit d'ailleurs que l'un est broadcasté et l'autre, en fait, communique en direct. Avec d'ailleurs, c'est un iPhone, je présume. Enfin, je sais pas exactement ce que c'est, appareil Apple. Donc il y a ça. Et ensuite, on a des informations qui deviennent intéressantes aussi. On a un connect, on a un machin, enfin bref, on a pas mal de choses quoi. Et vous voyez, ça avance. Et après, on a du MTPDU, on ne sait pas trop ce que c'est. Ok, donc on continue un peu à chercher. Et on continue, je continue à lire le truc, etc., etc. Je me renseigne, je vois qu'effectivement on parle de PDU. Et le PDU, c'est ton payload data. Je me dis, hey, payload data, ça m'intéresse ça. Éventuellement, est-ce que ce serait là-dedans? Donc je continue à chercher et je vois que en fait dans les PDU, tu as différents types.
Donc on avait vu le advertising int qui veut dire, bah, je ne sais pas en fait ce que veut dire int. Ensuite on a du advertising direct int, on a du scan request, on a du scan response, etc. Ok, admettons, on voit duel data, enfin bref, ça va assez loin, ça va assez loin. Et lui en fait, bah, je regarde un peu les différents tools, les machins, ceci, cela, et je regarde qu'est-ce qu'il fait. Bon, ici c'est un truc spécifique, c'est pour son setup. Ici on skip parce que le setup on n'a pas besoin vu qu'on a déjà le pcap à la fin. Et voilà, là on obtient le pcap. Et on voit bien que le protocole c'est du LELL. Est-ce que nous c'est la même chose? On voit LELL, c'est la même chose. Tu as fait une formation en sécurité ou tu as appris sur le tas? J'ai fait les deux. J'ai fait les deux. J'ai fait des études, d'abord en réseau et télécom, donc en IT, informatique, système. Puis j'ai fait un deuxième diplôme en sécurité des systèmes. Et puis bah, le reste, c'est le taf, c'est l'expérience, c'est apprendre seul sur le côté. C'est un peu tout ça. Lire les livres, de temps en temps aussi. Merci Anto pour ton follow, c'est cool, bienvenue à toi. Le reste c'est la passion. Ah oui, beaucoup de passion. Beaucoup, beaucoup. Bien s'informer, ça aide aussi. Est-ce que j'ai fait la CDAISI? Je ne sais pas ce que c'est quoi la CDAISI? J'imagine que ça aide pour ce type de taf. Ah, tes collègues au boulot font des CTF également. Oui, effectivement. Tes collègues au boulot font également des CTF. Yes, 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 yes. Alors, donc on voit qu'on est bien sur du Bluetooth Low Energy. Ok, jusque-là tout va bien. Alors, en gros, lui, il part sur un délire que j'ai absolument pas suivi. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre qu'est-ce qu'on voit dans le pcap. Parce que là, en fait, il a extrait des trucs, mais tu vois, voilà, ici, on a une valeur, par exemple, qui m'intéresse, mais sur le protocole ATT. Donc, on n'est plus sur le protocole LELL, mais on est sur du protocole ATT. C'est une licence de sécurité dans le Nord, collaborateur défense anti-intrusion des systèmes informatiques. J'adore les noms qu'ils donnent, quoi, c'est énorme. Bah en fait je sais pas, je connais pas parce que bah, moi j'ai fait mes études en Belgique, je suis belge, donc je sais pas du tout à quoi ça correspond. Mais en gros j'ai fait deux bacheliers, donc ça correspond au total à 6 ans d'études, on va dire ça comme ça. Euh, donc donc voilà. Alors qu'est-ce qu'on a, on regarde encore et là on voit donc value et là je me dis mec, il y a une valeur, il y a un truc. On va trouver, on va faire ça. Il faut savoir qu'en fait, entre-temps, je me suis vraiment renseigné sur qui fait quoi. Donc par exemple, ici, j'ai dans le write-up, vous verrez que en fait, je me suis vraiment renseigné, je tapais vraiment tout en détail pour essayer de comprendre comment fonctionne le protocole. Mon but n'était à ce moment-là pas de chercher le flag ou de chercher où se trouve le payload, mais vraiment de comprendre le protocole. Parce qu'en fait, si ça tombe, on est sur une communication chiffrée et qu'il faut comprendre où est le payload, où est la clé, est-ce qu'on peut choper la clé, d'une quelle manière, patati patata. Donc c'est voilà, pas si simple que ça, mine de rien. Donc je me suis renseigné, c'est quoi le Low Energy Link Layer, c'est quoi le Logical Control, patati patata, enfin voilà. Donc, pas mal de choses. Et je notais également le nombre de paquets que j'ai trouvé, donc dans les PDU type. Alors comment est-ce que j'ai fait ça? Je vais hop, déplacer ce petit truc, je vais le mettre là. Et je vais retourner dans ici, hop. Et donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, ok, on a du ADV ind, ça c'est intéressant, on le voit, il est marqué ici. Donc PDU type 00, 0 x 0. Ok, on fait apply as filter not selected. Pas selected, not selected, parce que je ne veux plus le voir. Donc je fais not selected, ok. Et on voit qu'on commence à voir d'autres choses. Alors, j'ai un scan request, même chose. Les scan requests, juste pour comprendre, en fait, à ce moment-là, je voulais juste lister les types de PDU que j'ai. Donc, je vois scan request, apply as filter, and not selected. Attends, c'est un or? C'est un end? Or. Or. End. C'est un end. Raté.
Voilà. Donc il y a ça, il y a le scan response, même chose, apply as filter, and not selected. Ok. Ici j'ai du connect and, même chose, apply as filter, not selected. J'ai ici un empty PDU, donc il n'y a pas de PDU. Ok, ça peut être intéressant. Ici j'ai un control opcode, mais je ne vois pas de PDU non plus. Ici j'ai quoi ici? Ici même chose, j'ai pas de PDU. Donc il y a des choses où j'ai parfois des PDU et parfois j'en ai pas. Je me dis ok, ça a l'air un peu bizarre tout ça, mais pourquoi pas, admettons. Et ce que je remarque en fait, c'est que effectivement j'ai des paquets ATT. Alors si vous vous souvenez, dans le protocole hiérarchie, le ATT, si je dis pas de conneries, c'est le Bluetooth Attribute Protocol. C'est ça? C'est pas ça? Je dis de la merde. Est-ce que je dis de la merde? ATT, on va prendre ça, Bluetooth Attribute Protocol, c'est bien ça. Donc j'ai ce truc-là. Attendez, je réfléchis un truc. Ouais, c'est ça. Même si on le voit pas ici, mais c'est ça. C'est ça. Donc, à ce moment-là, je vois le truc et je me dis, ok, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant et éventuellement, autre chose qui peut être intéressant, c'est de me dire, bon, on pourrait peut-être voir qu'est-ce qui transite sur les différents channels. Parce que finalement, en fait, on voit des trucs comme ça, mais finalement, j'ai toujours pas de data. Et finalement, moi, ce qui m'intéresse, c'est la data. Donc, à un moment, je me dis, ok, tu sais quoi, on va filtrer sur... Ah oui, je peux pas faire comme ça, je vais taper juste ATT, pardon. Je vais taper ATT. ATT, ATT, il prend pas. Ah, il prend pas. ATT, il prend pas. Ah oui, on va faire comme ça. Apply selected. Ah, BT ATT, pardon. Voilà. Donc je me dis, ok, peut-être comme ça. Alors on voit qu'il y a le master qui envoie vers le slave et le slave qui envoie vers le master. Actuellement, je ne sais pas qui envoie vers quoi. Je ne sais pas dans quel sens c'est le truc. Je suis en pleine découverte en fait. Donc je regarde un peu le bazar. Je descends. Et parfois... Attendez, je vais descendre ça. Et parfois, on voit des petits trucs comme ça. Mais je me dis, est-ce que vraiment c'est intéressant ou pas? On voit un starting handle, ending handle. On voit des trucs, mais vraiment pas grand-chose, quoi. Je continue à faire un digging. Attribute data. On voit qu'on s'approche d'un truc, mais vraiment rien d'intéressant. Après, bon, bien entendu, c'est l'explication d'une personne qui fait un CTF. Hein. Après, si c'était quelqu'un qui était ultra calé en Bluetooth, il vous expliquerait le bazar certainement autrement. Ce qui n'est pas mon cas, parce que je connais absolument pas le protocole Bluetooth. Mais voilà, donc moi je parle vraiment en mode je cherche un truc. Je sais exactement ce que je cherche. Donc je cherche une data et je continue à chercher, je cherche. Et arrive un moment, parce que je les passe tous en revue, comme il n'y en a pas beaucoup, je les passe tous en revue et arrive un moment, je ne sais plus où exactement. Voilà. À partir d'ici, là ça devient intéressant. Parce qu'à partir d'ici, on fait requesting public key. Et quand tu vois un requesting public key, tu te dis ah, j'ai mis la main sur un truc. J'ai mis la main sur un truc. Alors qu'est-ce que c'est? Donc il fait une requête et derrière, on voit une réponse qui est parce qu'il faut encore que je le retrouve. Voilà, qui est la public key qui est ici. Alors là, ça devient intéressant parce que on est clairement sur du RSA. Donc du RSA, c'est un système de chiffrement asymétrique avec un système de clés publiques, clés privées, etc. Concrètement, comment ça marche? Mathématiquement, je ne pourrais pas encore vous l'expliquer en détail parce que j'ai toujours pas capté tout le truc en détail, mais concrètement, ça part sur de la factorisation de nombres premiers. Et au plus les nombres premiers sont grands, donc au plus ta clé est grande, au plus tu ne pourras jamais trouver la clé privée à partir de la clé publique. En général, on part sur des clés RSA de 2048 bits ou 4096 ou 4096 bits pour avoir des clés de chiffrement qui sont très robustes.
Donc on va regarder ici qu'est-ce qu'on a. Parce que finalement, si on retombe sur une clé publique qui fait, je sais pas moi, 4096 bits, bon, clairement, c'est mort. Donc ce que je fais, je vois ce truc-là, et là je me dis, hey, ça a l'air intéressant ça. Je fais copy, value, j'ouvre mon notepad, hop, j'ouvre mon notepad et je note le début de ma clé. Ok. Et je vois qu'il y a la suite ici. Ok, copy, value, notepad, je copie la clé. Et là, qu'est-ce que je venais de vous dire? Je vous ai dit que si ma clé publique faisait 4096 bits, ou quelque chose de ce style-là, ce serait genre vachement chaud. Et là, on est sur une clé publique qui est mais vachement plus petite. Ce qui veut dire qu'il y a clairement moyen de péter quelque chose là-dedans. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Juste après, on a le master qui envoie des données. Et là, les données, elles sont chiffrées. Donc clairement, il faut retrouver la clé privée. Donc je vais vous faire un petit paint. Attention, on sort le paint. C'est parti. Donc, c'est à ce moment que votre expert crypto est arrivé. Alors, il est arrivé, mais en fait, oui, il est arrivé, mais on était en train de voir comment choper le truc. On était sur un début. On était déjà sur un début de réflexion. On avait déjà des indices, des nombres, etc. On va le voir juste maintenant. Et c'est là qu'il a dit ouais, c'est le bon plan, quoi. Mais clairement, on était plusieurs à ce moment-là. Il y avait Amendil, il y avait Nakor, je crois, qui était là aussi. Je sais plus exactement qui était là. En même temps, j'ai pas toujours fait attention à qui était là quand on faisait l'échelle. Mais seul, je sais pas si j'aurais pu trouver la solution. C'est pas tant que je savais pas quoi faire, parce que je sais exactement quoi faire. On a la clé publique, on essaie de retrouver la clé privée en faisant la factorisation des nombres. Et à partir de là, on chope la clé privée. Si on chope la clé privée, on peut déchiffrer le contenu. Paint, enfin le moment sérieux. C'est clairement ça. Mais que serait ce live sans au moins un paint par live? Quand même. Quand même. Un peu de sérieux. Du coup. Désolé pour le droyo. mais non. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'on a? RSA en 2 mots. Je vais pas vous faire la version mathématique, je vais vous faire la version high level, parce que la version mathématique, je la maîtrise pas encore. En deux mots, on a 2 personnes. Donc on a une personne qui est là, ok, avec, cette fois-ci, il porte des lunettes. Il porte des lunettes parce que commence à y avoir du soleil dehors. Hop, vous remarquerez que je fais des super lunettes de ouf. Vraiment, c'est tip top nickel. Avec de nouveau son petit bédo, hein, bien entendu. Un méga bédo d'ailleurs. Et de l'autre côté, on a une autre personne. Qui, cette fois-ci, pour une fois, ça va pas être une meuf, ça va être de nouveau un mec. Et cette personne est là. Wow, trop cool. Et il tient une tasse de café dans sa main. Voilà, parce que pour une fois... Oh, mais je fais trop bien. En vérité, je commence vraiment bien à me maîtriser. Hein. Et ça rigole pas. Hein. En vérité, je commence vraiment à gérer. Hein. Je suis trop content. Je suis trop content. Donc, l'idée initiale, c'est quoi? Lui, on va dire c'est A. Voilà, on va pas se faire chier. Et lui, c'est B. Hop, voilà. A, il veut envoyer un message. Hop, il envoie son message et veut l'envoyer à B. Mais son message, actuellement, il est ce qu'on appelle en plain text. Ça, c'est plain text. Plain text, ça veut dire que c'est en clair. Donc, par exemple, si je sors Notepad, j'écris un truc, vous voyez, c'est du plain text, parce que vous pouvez le lire. Les caractères, vous pouvez les lire. Actuellement, ce qu'on voit ici, c'est des caractères qu'on ne sait pas lire. On ne sait pas lire ce truc-là.
avec ces conneries, il va investir dans une tablette graphique avant un Stream Deck, c'est clair. En vérité, c'est un truc auquel j'y pense, ouais. En vérité, ouais. C'est ça le pire. Donc là, actuellement, il envoie du plain text. Mais c'est pas ouf. C'est pas ouf parce que justement, bah, c'est pas chiffré. Et surtout, bah, comme vous pouvez le constater, on a fait du man in the middle ici. Et on a récupéré le contenu. Alors, on a récupéré le contenu des paquets, mais c'est chiffré. Mais si le chiffrement est pas suffisamment robuste, bah, on va pouvoir choper le flag. Et c'est le principe de ce challenge. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va le chiffrer. Donc, de mon plain text, on va utiliser une boîte magique qu'on va appeler RSA, admettons. RSA. Et en même temps, on va lui fournir une clé qui va être, on va dire plain text. Et ici, ça va être la public key. Pardon. Oui, c'est ça. Donc ça va être la public key de B. Ok. Et donc avec la clé publique de B, alors je vais remettre juste un truc avant. En fait, juste avant, il y a deux trucs. C'est que A va générer une clé qui va être une clé privée. Il va générer deux clés. Une clé privée. Donc lui, il génère aussi une clé privée. Et à côté de ça, il va générer une clé publique. Ça, c'est pas un B. Pub et pub. Voilà. C'est encore utiliser le RSA 256 bits. Bah, en fait, j'en sais rien du tout. Hein. Non, bah non. Normalement, pas du tout. Hein. Teach me senpai. donc, en fait, ils vont générer chacun deux clés. Alors, je vais delete ce truc ici, là. Hop. Voilà. Donc, ils vont chacun générer deux clés. Alors, les deux clés, qu'est-ce que c'est? En gros, ce qui est public, ici, c'est ce que vous pouvez donner à tout le monde. C'est ce que vous mettez sur Internet. La clé privée, par contre, en l'occurrence, celle-ci, c'est quelque chose que vous devez garder privé. Vous ne pouvez pas le donner. C'est quelque chose, c'est votre clé privée. C'est comme si c'était la clé de ta maison. Tu donnes pas la clé de ta maison. Tu peux éventuellement donner l'adresse de ta maison sur Internet, mais tu ne donnes pas les clés de ta maison, bien entendu. Donc c'est le même principe ici. Et donc, la clé publique, elle est partagée à tout le monde. Et en fait, ce qui va être utilisé, tu vas utiliser la public key, donc la public key de la personne à qui tu veux envoyer le message. Donc dans ce cas-ci, je veux l'envoyer à B. Donc je fais ma public key de B. Avec la public key de B et mon plain text, je vais chiffrer, donc dans une box RSA, je vais chiffrer mon document et ça va me sortir ce qu'on appelle un ciphertext. On va mettre comme ça, ciphertext. Ça, c'est un T. Et lui, il est lisible, hein, il est vraiment chiffré. Alors, j'ai peur avec tous ces P d'où on va arriver. Ça ressemble à quoi une crypto? Une clé crypto. Ah, 1, 2, 3, une clé cryptographique, on va venir juste après. Vous allez voir à quoi ça ressemble. C'est de l'hexadécimal. Mais comment savoir si la pub B appartient bien à B et que c'est pas un man in the middle qui se fait passer pour B en générant la pub? Tu peux utiliser des certificats pour ça, mais ce n'est pas du tout le scope de ce challenge. Mais l'idée, oui, derrière, après, c'est tu peux, en fait, tu signes ta clé avec une autorité de certification que tu trustes, et cryptographiquement parlant, bah, en fait, tu peux juste pas altérer cette clé, tu peux juste pas altérer cette signature, et ça te permet de savoir qu'effectivement, tu parles bien avec la bonne personne. C'est en gros, bah, tu lui demandes sa carte d'identité. C'est le même principe. Alors, donc, coucou, je viens d'arriver. C'est quoi tes sources pour bien apprendre la cryptographie? Ah, j'ai une très bonne source pour ça.
J'ai une très bonne source pour ça. Hop. Mon cours de crypto, je l'ai eu en suivant ce livre-là. Donc, Understanding Cryptography, de nos chers amis Christophe Parr et Yann Pels. Donc, c'est un livre qui... voilà, non, il n'est pas très très gros. Franchement, il n'est pas super gros, je trouve. Mais il explique tous les fondements de la cryptographie. Que ce soit le chiffrement symétrique, chiffrement asymétrique, les fonctions de hachage, les signatures, tout ce qui est justement HMAC, machin, etc. Les certificats, tout est dedans. Tout est dedans. Vraiment, il est très 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 complet avec des exercices et tout. Attendez, je dis une connerie. Il y a des exercices dedans? Il n'y avait pas d'exercices? Je sais plus s'il y a des exercices dedans ou pas. Oui, il y a des exercices dedans. Et donc, tu vois, vraiment, il te montre en détail le... Alors, attendez, hop, voilà. Tout ce qui est, par exemple, un mécanisme de génération, comment sont construits les algorithmes, en fait, derrière. C'est vraiment ça, comment sont construits les algorithmes. Donc, admettons, si je vais à la page RSA, et merci... Mais putain, c'est quoi ce pseudo? Dakshan. Dakshan? Dakshan? Tu dis ça comme ça, Dakshan? Mais c'est quoi ces pseudos en lit là ici? What the fuck? C'est quoi ça b-ok.cc? Alors. Skip this boring fun. I wanna get to nearly greedy. Ah là là là. Allez, hop. Triste. Ok. Alors. Alors, attendez, je recherche dans la table des matières pour la partie RSA. Donc, par exemple, oh, voilà, je vais vous donner juste les catégories, parce que c'est très intéressant les catégories. Excellent trèfle, le livre. Oui, effectivement. Franchement, ouais, c'est une excellente trèfle. Je l'ai pas lu en détail, mais vraiment, il est très très bon pour apprendre la crypto. Par contre, c'était un lien sympa. J'ai cliqué avant le ban, mais c'est pas bien. Alors, ouais, mais le problème, c'est que bon, après, il a commencé à écrire d'autres trucs un peu chelous en anglais et tout. Alors, c'est pas que je suis anti-anglophone, hein, loin de là, je parle anglais et tout. Mais au moins prévenir avant de balancer un lien. Donc là, pour le coup, tant pis. Ça ressemblait plus à un spammer qu'autre chose. Et j'en ai vu déjà pas mal, donc du coup, voilà. Alors, alors les chapitres, hein, globalement, c'est quoi? C'est l'introduction à la cryptographie et la data security, puis c'est les stream ciphers, puis on part sur DES et les alternatives, puis on part sur AES, puis plus d'informations sur les block ciphers, puis on part sur le public key cryptographie, c'est ce qui nous intéresse ici. Puis on a le RSA cryptosystem, qu'on voit vraiment en détail. Puis c'est les public key cryptosystem based on the discrete logarithm problem. Puis les elliptic curves, puis les digital signatures, puis le hash functions, puis les message authentication codes, et on finit avec le key establishment. Donc vraiment c'est très très complet, ça parle vraiment de tout en détail. Salut Noob, on va dire Noob, comment vas-tu? Ça allait nulle part ce lien. Ok, d'accord. Oh my god, je vais revoir 4 heures de replay. Oui, le lien va nulle part. Ah ben voilà, c'est bien d'avoir ban alors. Par contre, cliquez pas sur des liens où vous ne savez pas ce que c'est. Je vais vous filer un truc. Quand vous savez pas ce que c'est, vous avez peur que c'est un lien malicieux, il y a un super site pour ça. Je vais vous montrer. Là, c'est Z-Library, le lien, mais bloqué par les FAI, donc OSEF. Ok, d'accord. Au Portugal, d'accord. Alors attendez, je vais vous montrer un truc. Hop, hop, hop. Il y a un truc vraiment intéressant. Et merci Philplo pour ton follow, c'est cool. Illuminator. J'arrive et déjà une astuce. Bah oui, il n'y a que des astuces ici. Et sinon, tu as des sites qui sont cool pour apprendre la crypto. Alors j'en sais rien du tout parce que j'ai jamais appris la crypto sur un site. Donc s'il y a des gens qui font de la crypto dans le chat et que vous avez un site intéressant, dites-le moi, c'est intéressant à partager. Mais là comme ça, oui, il doit y en avoir bien entendu, il doit y en avoir plein. Mais en tout cas, comment dirais-je, ce bouquin-là est la référence.
Enfin, au pire, ça load un site pourri, mais quelle chance que ça sorte de la sandbox du browser. Ah, c'est ça le problème, c'est que tu ne sais pas. Tu ne sais pas ça. Tu ne sais pas si il exploite une CVE ou quoi que ce soit, donc c'est pouf. Alors du coup, pour ce genre de problème, il existe un truc qui s'appelle Lookiloo, qui est fait par le Circle au Luxembourg. Circle Lookiloo, sans le... Hop. Voilà, et donc c'est lookiloo.circle.lu. Donc je vais vous balancer ça. Hop, hop, voilà. Et en fait, là-dessus, tu peux faire Start New Capture. Éventuellement, tu décoches la case que tu vas montrer ça en public. Et tu dis, par exemple, je sais pas moi, http://perdu.com. Tu dis, on m'a balancé un lien perdu.com, ça a l'air suspect ça, qu'est-ce que c'est? Et en fait, tu fais Start Looking. Il est un peu lent, je dois admettre. Mais l'avantage, en fait, c'est qu'il va browser le site dans un container. Et donc, en fait, toi, de ton côté, tu browses absolument pas le site. Ça veut également dire que lui ne récupère pas tes informations, style ton IP, ce genre de choses. Comme ça, il peut pas te tracer également. Donc, c'est très intéressant, mine de rien. Moi, j'ai appris la crypto en école d'ingé. Ouais, voilà, bah oui, même chose. Moi, c'est pendant mes études que j'ai appris la crypto. Alors, j'ai pas tout retenu, mais l'idée est là. Alors, ça a été cute. Ok, super. Alors, je sais pas ce qui se passe une fois sur deux. Leur bazar est très lent. Donc ça, c'est un peu le problème de Lookiloo. Mais l'idée est vraiment du tout être intéressant et après, il va t'afficher un truc. On va revenir là-dessus quand il aura terminé. Ça prend un peu de temps, mais je sais pas ce qu'il fait. Faut voir. Faut voir. Après, vous avez la possibilité, t'as le code source aussi, tu peux l'implémenter chez toi. Ou tu peux l'implémenter dans, je sais pas moi, quelque part où ça peut être intéressant pour toi. Donc on revient ici sur la partie public key et private key. Donc tu as besoin de la clé publique de B pour faire le chiffrement. Ok, une fois que tu as le ciphertext, à ce moment-là, ce que tu fais, à ce moment-là, tu lui transmets, donc hop, ça on le fait pas bien entendu, tu vas lui transmettre le ciphertext. Attendez, hop, hop, on va faire ça un peu comme ça. Donc tu lui transfères le ciphertext, donc le ciphertext il se retrouve ici, et en fait le ciphertext, qu'est-ce qu'il va devoir faire? Il va faire un RSA-1. Donc RSA-1. Quand on dit RSA-1, ça veut dire l'inverse de RSA. Pour pouvoir déchiffrer le contenu. Et quand tu veux déchiffrer le contenu, tu as besoin d'un autre truc qui est cette fois-ci ta clé privée. Donc tu as besoin de la private key en fait la private key qui est associée à la public key. Donc dans ce cas-ci, c'est la private key de B. Voilà. Et une fois que tu as la private key et le ciphertext, tu déchiffres et tu obtiens le plaintext qui est égal au message en question qu'il voulait t'envoyer. Putain, Paint is back. Ah bah oui, Paint is back, bah oui. Alors, le truc c'est que j'ai quelques bases, mais c'est surtout d'approfondir. Bah ouais, c'est toujours le même truc, ça dépend. En fait, à la base, je suis pas spécialement axé crypto, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, mais je pratique pas beaucoup, je me renseigne pas plus que ça, parce qu'en fait, au quotidien, j'ai tellement d'autres choses sur ma to-do list à apprendre ou à gérer au quotidien que finalement, j'en ai pas trop l'utilité. Si maintenant, je vois que dans les prochains CTF qu'on fait, il y a beaucoup de crypto, notamment le CTF qu'on a fait ici, enfin, je vais vous montrer, vous allez voir. Ah ben voilà, ici on est arrivé. Par exemple, voilà, tu vois, je finis juste ça en disant, voilà, ici tu as perdu.com et tu peux voir une screenshot. Alors c'est blurré au cas où, mais tu peux faire unblur et tu vois le rendu en format image. Donc c'est pas interprété chez toi ni quoi que ce soit. Donc c'est très pratique. Hein. Tu peux télécharger la screenshot pour mettre comme proof. Et merci. Je vais t'appeler Olon. Bolon? Je sais pas comment. Vous avez tous des pseudos avec des leads, c'est quoi ce délire? Et donc voilà, c'est vachement pratique et il te dit s'il y a le moindre problème, quoi que ce soit. Tu peux voir le capture details, éventuellement comment est-ce qu'il a fait la capture, etc., etc.
Non, c'est vachement pratique. Looky-loo, c'est vachement bien. Vachement bien. Donc, dans Kali, voilà. Donc, dans Kali, ici, on a le ciphertext qui est représenté, du coup, qui est représenté ici. Donc, on voit... Attendez, je vais mettre en bleu. Bleu comme ça, c'est bien. Donc, en bleu, on a actuellement le ciphertext. Celui-là, on l'a. On a la public key qui est là. Donc nous, ce qui nous manque, c'est donc le ciphertext qui était ici. Hein. Donc le ciphertext, on a la public key, mais il nous manque, qu'est-ce qui nous manque? Je vais mettre ça en violet. Il nous manque la référence entre la public key et la private key. Je m'entends par là en disant que de la public key, on doit essayer de retrouver la private key, ce qui normalement, mathématiquement, on ne devrait pas pouvoir le faire. Alors, j'apprends le français, donc mes excuses à l'avance pour toutes les erreurs que je ferai. Il n'y a vraiment aucun stress, t'inquiète pas. Il y a des autres livres derrière que tu recommandes pour apprendre la cybersécurité. Je cherche toujours des bons livres. Alors, j'ai une commande pour ça qui est point d'exclamation livre. Et il y a une liste de bouquins de sécurité que je recommande dedans. Donc, tu peux piocher là-dedans, il y a toutes les références, etc. Et merci Astas pour ton follow. Bienvenue à toi. Ton français est déjà très bon. Bah oui, clairement, ton français est déjà très bon. Ah, merci pour les corrections, Trask. C'est cool, c'est cool. Donc, on est là, et nous, vous voyez actuellement ce qu'on a besoin. Donc, on a la public key à droite. Il nous faut la private key. Donc ça, c'est tout le problème. Donc, on revient ici. Et je vous avais montré que on a la public key. La public key, c'est ce truc-là. Donc ça, c'est un point. Maintenant qu'on a le fondement théorique derrière et qu'on a une public key, ben, il faut comprendre un peu ce qui se passe derrière. Donc, concrètement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais recopier ça. Et je vais dire, ok, on a une public key, je vais la mettre quelque part. Hein. Je vais la mettre, je sais pas moi, on est dans low energy, donc dans ce cas-ci, en fait, je l'ai déjà mise. Donc si je fais 4 de pubkey, vous voyez que je l'ai déjà mise ici. Donc j'ai juste fait un nano pubkey ou vim pubkey. J'ai posté le texte que j'avais ici. Je l'ai mis directement dans mon pubkey.pem. Donc c'est un format, de fichier qui permet globalement de dire qu'il s'agit d'une clé d'un certificat ou ce genre de choses. Quoi. Alors, à partir de là, ce qui va nous intéresser, on va faire beaucoup de OpenSSL, vous allez voir. Donc, OpenSSL, c'est un outil, c'est une boîte à outils qui permet de faire énormément de choses, de la régénération de clés à l'inspection de certificats, en passant par, vraiment du déchiffrement, pas mal de choses. Donc, il y a moyen d'aller assez loin avec OpenSSL. Et nous, ce qui va nous intéresser, par exemple, c'est de dire, ok, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Est-ce que c'est bien une clé RSA? Pour s'assurer qu'on est bien sur le bon fondement de l'hypothèse qu'on s'est émise. Donc pour ça, je vais faire un OpenSSL, ASN1 parse. Alors bien entendu, je ne sors pas ça de mon chapeau, hein. J'ai fait de la recherche avant pour savoir quel était le bon plan. Donc Google est votre ami, bien entendu. Et ici, je suis en train de juste recopier en fait ce que j'ai dans mes notes, hein. Enfin dans le write-up. Je vois que dans ta liste, il y a le pavé système d'exploitation de Andrew Tannenbaum qui me nargue du haut de ma bibliothèque. Oui, alors j'ai finalement jamais eu l'occasion de l'acheter et je pense qu'il est plus édité maintenant. Il n'y a pas de nouvelle version éditée, je pense, ce que je trouve dommage. Mais le fondement est tellement bien que vraiment c'est un livre que je recommande. Alors je l'ai étudié. Je l'ai étudié en long, en large et en travers pendant 15 jours quand je devais passer mon examen de système d'exploitation. Donc c'est super très intéressant pour ne fût-ce que comprendre c'est quoi la différence entre la pagination, la segmentation, c'est quoi un process, comment fonctionne un CPU, ce genre de choses, c'est quoi le DMA, plein de choses comme ça, c'est super intéressant. Donc ici, moi, ce qui m'intéresse, c'est de dire, voilà, je veux dire que j'ai un PEM en paramètres.
et je voudrais en fait savoir quelle est sa composition. Je veux savoir quelle est sa composition. Et je vois qu'il y a un objet qui est de type RSA Encryption de l'intérieur. Et là, je me dis, ok, bingo, on est sur le bon plan. On tient un truc. On tient un truc intéressant. Non, il n'est plus édité. J'ai eu de case un ancien élève quand j'ai fait mon bachelier. Ah, ben voilà, ok. Ok, ouais. Je préfère Operating System 3 Pieces sur le même thème, plus simple à digérer. D'accord. J'ai jamais lu, jamais eu d'infos sur ce livre. Du coup, je sais pas trop. Alors, maintenant qu'on a ça, il y a autre chose qui m'intéresse, c'est de savoir, ok, comment est-ce que je peux extraire, parce que finalement, vous voyez, on a un truc comme ça. Tu te dis, ok, ça ressemble à du B64. Spoiler alerte, je ne pense pas que ce soit ça. Enfin, si, mais vous allez comprendre. Cyberchef. Je tape ça. Je fais B64. Et il me sort un truc tout dégueulasse comme ça. Bon, là, tu te dis, ok, c'est normal, c'est une clé, c'est de l'hexadécimal derrière. Donc, tu dis 2x, par exemple. Tu dis 2x, et là, tu obtiens un truc qui ressemble à ça. Le truc, c'est qu'en fait, c'est la mauvaise façon de faire. Pour plein de raisons différentes. Parce que ça, déjà, tu sais pas quel est le format du truc, tu sais pas s'il y a peut-être deux types de clés à l'intérieur ou quoi que ce soit. Enfin, donc, quand tu sais pas, bah, le principe, c'est pas de le faire à l'arrache comme ça, mais d'utiliser les bons outils. Dans ce cas-ci, OpenSSL a un module RSA. Donc, si je fais OpenSSL RSA, en lui disant en entrée qu'il y aura une public key, qui est pubkey.pem, et que je veux une version TXT. Je veux que tu me l'affiches au format texte. Qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner deux choses. Il va me donner un modulus et il va me donner un exponentiel. Alors, pour comprendre un peu le fonctionnement du truc, ce qu'il faut savoir, c'est que, et c'est là le petit côté mathématique qu'il faut quand même capter. J'essaie de voir parce que ça, j'ai pas mis dans mes notes, donc je vais essayer de ressortir en vitesse une explication de RSA, Basic RSA Math. Je pense qu'il va pouvoir me sortir un truc comme ça, The Simple Mathematics of RSA. Par exemple, ben, l'encryption, c'est pas mal. Je regarde. Non. Juste le fondement. Est-ce qu'il y a juste le fondement? Rosine avait fait une super explication là-dessus. Tu as le pain de Rosine sur Discord. Ah, il est sur Discord? C'est vrai? Parce que justement, c'est ce que je cherche. Il était où? Les Master Class Paint? Je crois. Je sais pas. Je pense pas. Non. Oh mon dieu, c'est une horreur, c'est Paint. Non, je sais pas si... Ah. Zut. Bah non. Alors. RSA PQN. On va faire comme ça, hein. Phi. RSA Calculator. Est-ce que comme ça marche? Oh, magnifique. Voilà. Donc, l'idée c'est quoi? C'est que normalement, pour pouvoir... attends, j'essaie de comprendre dans quel sens expliquer le truc. Attends, je cherchais pas un autre truc. Pop, 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 pop. Ah voilà, parfait. Ici on a un truc qui va être intéressant. Mais là c'est le... Non, non, ok. Alors attendez, je vais essayer de trouver un truc parce que j'étais tombé... Attendez, hop.
J'avais une doc à un moment. Yep. Hop. Donc, attendez, je vais juste vérifier un truc. Alors ici, on est sur une clé RSA de 512 bits. C'est pas rien, normalement. Mais malgré tout, ça reste assez weak. Vous allez comprendre pourquoi. Donc l'idée, c'est quoi? Bon, lui, il fait sa génération de clés privées, blablabla, ça, on s'en fout. Par contre, il identifie deux trucs. Donc il identifie le modulus et le exponent. Ok. Donc on a... Je regarde. Je regarde. Parce que du coup, c'est le bordel. Je vous montre les notes, vous allez comprendre. Voilà, ça c'est le bordel des notes. Hein. Donc, ça ressemble à ça, et puis ça part en cacahuète. Voilà, et ça ressemble à ça. Donc c'était... Alors ça, c'est les notes qui ont été prises à la volée pendant le châle. Donc c'est un beau bordel. Mais l'idée est là, je vous assure. Donc, ce qu'on a, on a N et on a E. Je sais pas, en fait, je sais pas comment est-ce que je pourrais l'expliquer. Comment est-ce que je pourrais bien l'expliquer? On s'en a plus besoin. Hum, hum, hum. Bah écoutez, vous savez quoi, on va faire autrement. Je vais le montrer directement comme ça, parce qu'en plus je crois même pas que j'ai mon RSA tool. J'ai un RSA tool? Non. Ouais, je vais vous le montrer directement comme ça. Ce sera encore plus simple. Faudrait que je remette au propre cette partie-là. Ce serait vachement mieux. Donc l'idée c'est que on a le modulus, on a un exposant. On a un modulus qui est ici. Et en gros, ce que j'ai fait, c'est j'ai converti en fait ce modulus, donc le A28 machin truc. Donc ça c'est notre modulus qui se trouve ici. Donc lui, je l'ai converti en quoi? De base 16 en... Oui, c'est ça. Donc, oui, c'est ça. Donc, on a de l'hexadécimal. Le problème, c'est que comme on a... Donc, c'est A2, 8F, etc. Donc, c'est ce qu'on a ici. Ça, c'est la version hexadécimale. OK? Le truc, c'est que nous, on veut faire de l'opération sur des nombres premiers, notamment. Donc, ce qu'on a besoin de faire, c'est de transformer cette version hexadécimale en version décimale. Et donc, pour faire ça, on fait un byte converter en disant que l'entrée c'est du base 16, donc c'est de l'hexa, avec tout le truc hexa derrière, et il me sort derrière le chiffre, le nombre, pardon. Il me sort le nombre exact qui est 85 quelque chose, enfin bref, voilà. Ça c'est le nombre qui correspond au modulus. Alors j'ai essayé de faire avec un tool qui s'appelle MSIve qui permet normalement de brute forcer ça, mais bon, ça n'a rien donné d'intéressant. Mais je sais que j'ai mon E et j'ai mon N. Ça, c'est intéressant. Après, bien entendu, on est arrivé avec la private key, mais pour essayer de comprendre comment ça marche, on a dérivé de ce n, qui est en fait n égale à p fois q, c'est ça? Je crois quelque chose comme ça. Oui, c'était ça. Donc, ici, hop, hop. Donc, on a en fait, on a notre modulus. Et lui, ce qu'on voudrait faire, c'est qu'on voudrait le factoriser pour retrouver les deux nombres premiers qui permettent qu'une fois qu'on les multiplie, on puisse trouver ce nombre en fait. C'est ça le principe. Et donc on a deux nombres qui est celui-ci, qui est ce truc-là, et on a ce nombre-là, qui est celui-là. Donc ça c'est P et c'est Q. Et à partir du moment où on a P et on a Q, on peut calculer phi.
phi qui équivaut à une fonction mathématique qui fait, de mémoire, c'est p-1 fois q-1, un truc comme ça. Et de cette fonction mathématique, bah, en fait, tu découles la suite qui est que tu chopes phi. Et une fois que tu as chopé phi, bah, en fait, tu peux générer ta clé privée. Donc, c'est ce qu'on a fait. Amendil, il s'est chauffé. Il a dit YOLO, j'ai mon N. Mon N, il est là. J'ai mon P, il est là. J'ai mon Q, il est ici. Et j'ai mon exposant. J'ai mon exposant qui est ici. Je le veux au format PEM. Et tu me sors dans privatekey.pem. OK. Donc, ça, c'est tous les infos qui étaient intéressantes pour savoir comment était composée la clé privée. Et PQ. Ah, OK. Et merci Menax pour ton follow. C'est cool, bienvenue à toi. Donc, on a eu ça. Ensuite, on se dit, OK, let's go. On a notre payload qui est à déchiffrer. Donc, alors, pour le déchiffrer le payload, comment j'ai fait? Hop, hop. Je retourne ici. Je retourne ici. Et là, ce que j'ai fait un copy as xdump ou extreme ou n'importe quoi. Par exemple, xdump. Et je retourne cette fois-ci dans CyberChef. Et qu'on voit, j'ai mon xdump. Et mon xdump, c'est ça qui m'intéresse parce qu'en fait, mon 39, 29, 69, etc., c'est la version hexadécimale de mon payload. Donc, du coup, je reprends, hop, ici. Donc, 39, 29, 69, vous voyez, c'est ce que j'avais dit. Donc, c'est tout ça. De nouveau, le fameux XXD, hein, pour passer d'un hexadécimal qui est au format ASCII en un hexadécimal, qu'on convertit en binaire réel. Et donc, je retourne, hop, là-dedans. Donc, ici, j'ai fait la conversion. J'ai mon data.bin. Donc, si je fais un head, par exemple, de data.bin, non, je vais faire d'abord file data.bin, il va me dire c'est du pur data. Si je fais un head de data.bin, on voit que c'est vraiment dégueulasse, hein, c'est purement dégueulasse. Et d'ailleurs, ça correspond à ce qu'on voyait dans Wireshark. Et merci Tejung Turner pour ton follow, c'est cool, bienvenue à toi. Jeu de box. Tu préfères qu'on t'appelle jeu de box? Donc voilà, on a du coup le payload. Et une fois qu'on a le payload, qu'est-ce qu'on va faire? Hop, hop, hop. On fait cette fois-ci... attendez, je vais le mettre hop, sur le côté. Donc on a la private key, on a le payload. Bah du coup maintenant, comme je vous l'ai montré dans le schéma, si on a la private key, donc on a ce truc-là, on a ce truc-là, bah du coup on fait RSA-1, c'est ce qu'on va faire maintenant, et on va retrouver le plain text. Donc pour faire ça, on fait un joli OpenSSL avec RSA utile. On fait cette fois-ci un decrypt, parce que le but c'est de déchiffrer justement le payload. La clé en entière, la clé elle est ici, c'est la privatekey.pem. Je peux faire un cat de la private key, hein. Ça ressemble à ça. Donc ça c'est la private key, elle ressemble à ça. Donc c'est le même principe et vous voyez, elle est vraiment pas très grande. Donc je recommence, RSA utile, decrypt, pardon, avec la private key. Le in c'est le data qu'on veut déchiffrer et le out c'est le plain.txt. Et là, il me dit, va te faire foutre. Qu'est-ce que j'ai mal fait? RSA utile. Avec un i. Non, bah non. Bah non, c'est bien ça. Je fais une connerie dans ma commande. In key. In key. Ah oui. Ah oui, merci. In key. Hop, et voilà. Et là, je fais un cat de mon plain
Oups. Et on obtient le flag. Donc c'était assez chaud. Assez chaud. En fait, c'est surtout la partie, pour moi, la partie RSA est clairement la partie la plus chaude de ce shell. Sachant qu'une fois qu'on a identifié la data, on sait que voilà, globalement, il faut essayer de rechoper la clé privée pour pouvoir déchiffrer le contenu. Mais donc, dans les faits, en fait, mathématiquement, dans les faits, on ne devrait pas pouvoir faire ça. Dans le sens où, en fait, on travaille avec des nombres premiers sur 4096 bits. Si je dis pas de conneries, hein. Non, c'est pas ça, je sais plus exactement dans quel sens c'est. Et en gros, comme on est sur des clés qui sont très 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 grandes, en fait, mathématiquement, enfin, c'est pas que mathématiquement, c'est ce qu'on appelle les ressources pour trouver les bons nombres premiers à factoriser. Est-ce que RSATool, tu l'as sur GitHub? Je sais pas si on a un lien de RSATool quelque part. Oh, ça doit se trouver, hein. C'était un tool de la NSA, ça, c'est pas ça? RSATool. GitHub. Ah non, rien à voir. C'était ça? C'était ça, RSATool.py? Donc est-ce qu'on a juste brute force la private key, c'est ça? Oui, c'est exactement ça, hein. Vu que c'était une clé de 512 bits, c'est encore faisable avec des ressources hardware correctes. Au-delà de ça, ça devient compliqué. Du coup, RSATool, suivez ça sur GitHub, yes. Je l'ai pris ici. Ah bah voilà, ouais, c'est ça, c'est ça. C'est exactement ça. Hop. Donc voilà. À mon avis, avec un peu plus d'explications crypto derrière, ce serait bien pour comprendre comment fonctionne le truc, comment reverse le bazar, etc. Même si peut-être qu'il l'explique ici. RSA Tool Calculate RSA, donc PQNDE. Et d'autres trucs. Ouais. T'as pas peur de te faire ban de Twitch, Askip? Faut pas montrer de vulnérabilité. Bah, c'est pas une vulnérabilité. Ça n'a rien à voir avec des vulnérabilités. On est ici sur un challenge de sécu qui était organisé d'ailleurs par une des plus grosses plateformes de CTF au monde. Et on parle ici d'un algorithme de chiffrement qui est connu. Donc ça n'a absolument rien à voir. On parle des faiblesses d'un algorithme. Enfin voilà, non, ça n'a absolument rien à voir. Absolument rien à voir. Et voilà. Ça c'était le dernier châle. C'était le dernier châle du coup de la partie forensique. C'était assez chaud. Franchement, c'était assez chaud, c'était assez huge comme truc.